avec le professeur Saad Belgnawi, le cycle de conférences qu'on a commencé en 2014 sur la psychanalyse du lien familial. Alors le deuxième thème, c'est le couple, le lien de couple. Et vu le nombre de personnes, je vois un intérêt, donc je ne vais pas trop parler, puisque si Belgnawi a des choses plus intéressantes à dire que moi. Je vous souhaite une belle soirée psychanalytique, n'est-ce pas? Il y aura des questions à la fin, on fait des questions à la fin. Et voilà, merci d'être venu. Merci à vous d'abord. Donc on va célébrer le couple culturel que nous sommes, et puis le couple humain qui va se rencontrer et se mettre en lien. Psychanalyse du lien de couple, donc il m'est utile d'expliquer le sens de ce lien-là. Pourquoi psychanalyse? Pour le comprendre, souvent quand on interroge les couples, ou quand ils viennent pour une consultation, quand il y a une crise, il y a un problème, quand ils viennent ensemble, ou l'un des deux, la femme ou l'homme, ils donnent toujours cette impression, quand ils parlent de leurs difficultés, de leur crise, de ce qui ne va pas, comme si ils sont nés dans le couple, comme si tout a commencé au moment même où ils se sont mis ensemble et, je dirais, tout au long de leur chemin. Il y a un mythe qu'on appelle le mythe d'auto-engendrement. C'est-à-dire comme si le couple il est né au moment même où il s'est formé. Et alors, tout s'explique chez ce couple par la raison, par la rationalité, et chacun donne des arguments, des explications de leur vie commune et ce qui va moins bien dans cette vie commune et qui a enclenché ou déclenché des situations de, on va dire, de désir de rupture ou de continuer. Alors, où intervient la psychanalyse? Alors, la psychanalyse, c'est la science de l'inconscient. C'est comme ça qu'elle se définit. D'ailleurs, Freud lui-même l'avait définie comme un ensemble de concepts, de méthodes d'investigation et une méthode thérapeutique. Et l'objectif de la psychanalyse, c'est l'inconscient. Cela signifie que dans le couple, il y a de l'inconscient. Et c'est le propos même de la conférence, c'est de parler de ces mécanismes, de ces fondements psychiques qui œuvrent dans le couple, parfois, souvent, à leur insu. Alors, un mot sur l'inconscient tout de même. L'inconscient, souvent, il fait peur, parce que on n'en a pas conscience. C'est le paradoxe même de l'inconscient. On ne sait pas ce que c'est. Et nous dit-on qu'il détermine notre vie, nos liens avec les autres, et aussi et surtout, nous concernons aujourd'hui, le choix des partenaires. Parce qu'il y a un choix. Et de ce choix-là même, le couple va en profiter ou bien il va en pâtir. Alors, l'inconscient nous est très utile, il nous est nécessaire. Sans lui, on ne peut pas vivre. L'inconscient, c'est cette qualité psychique très positive chez l'être humain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre avec tous nos désirs, nos besoins, nos attentes, qui parfois ne nous plaisent pas, ne nous conviennent pas, sont en contradiction avec notre sens moral, avec les exigences de la société, qui sont incompatibles avec notre idéalité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aimerait être, ou ce qu'on aimerait devenir. Psychanalyse du lien
du couple, alors du lien, c'est-à-dire que le couple, on va essayer de le comprendre dans une relation réciproque. Ça, c'est juste un peu pour démystifier l'inconscient, puisque la psychanalyse a toujours rencontré une réticence, voire une résistance, voire même des offensives, parce que justement, elle s'intéresse à ce dont on n'a pas conscience. Et l'une des blessures narcissiques chez l'être humain, c'est d'abord de savoir qu'il n'est pas le centre du monde. Des fois qu'on a découvert que la Terre est ronde et qu'il y a d'autres astres et que tout ne tourne pas autour de l'homme. Quoique le bébé, lui, il le croit. Le bébé, lui, il croit que tout est fait pour lui, autour de lui, rien que pour lui. Mais on y reviendra à l'occasion. Et puis, la seconde blessure narcissique, c'est qu'il a un inconscient, c'est-à-dire qu'il n'est pas maître absolu de bord. Il peut être maître à bord, mais pas de bord. Et ça dérange. Ça dérange que nous soyons motivés, je dirais que nous soyons animés par une partie de nous-mêmes dont on n'a pas conscience. Et ça, c'est une blessure par rapport au désir de toute puissance de l'être humain. Parce que l'homme tend toujours à vouloir être très puissant. D'ailleurs, les impuissants dans le couple, dans la relation sexuelle et amoureuse, s'ils sont impuissants sexuellement, c'est souvent parce que inconsciemment, ils désirent être tout puissants, voire même très puissants. Et ce désir très fort, intense, de vouloir être très puissant, tout puissant, qui fait que ça provoque une inhibition. D'ailleurs, un homme va raconter qu'il a des fantasmes, on va dire, pornographiques. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il voit des femmes, tout de suite, il est happé par un scénario dans sa tête, ou des scénarios, avant on disait des scénarios. Bon. Il est tellement happé que, comme s'il hallucine. Et on va comprendre que cette mise en scène, presque hallucinatoire, imaginaire, de la relation avec la femme, qu'il va devenir obsédante, envahissante, qui va embraser tout son être, tout devient sexuel. C'est une caricature de la psychanalyse d'ailleurs. Et qu'est-ce qui va lui arriver? C'est-à-dire que toute sa charge émotive, de frustration, de déception, de colère, de haine vis-à-vis du monde, va utiliser la voie sexuelle pour se réaliser. Donc dans son rapport avec la femme, c'est un rapport de surface sexuelle, mais c'est un rapport de violence. Une violence, ils se sont très forts, très puissants, il y a la décharge. Eh bien, ce désir de toute puissance, quand il arrive vraiment avec une femme vraie, il n'y a plus rien. Il devient impuissant. C'est juste pour vous montrer comment l'inconscient peut agir également dans la relation amoureuse, sexuelle, avec un conjoint, une concubine, une maîtresse. Alors revenons maintenant au couple, puisqu'on a cerné un peu l'inconscient, son utilité. C'est un réservoir, où on met tout ce qui nous dérange. Pour que notre conscience ou le champ de la conscience soit soulagé et que nous puissions vivre en harmonie, je dirais, de façon parfois conforme, adaptée, en synergie avec le monde, avec les autres, avec soi-même. Seulement ce qu'on met dans ce réservoir, eh bien, il continue d'agir, il veut toujours sortir, il désire toujours être satisfait.
Et c'est ainsi qu'il va infiltrer notre conscience, notre caractère, nos comportements, nos relations et surtout, certainement, la relation de couple. Alors je reviens donc à la relation de couple et on va la comprendre surtout par le choix des partenaires. Alors pourquoi cette interrogation? Parce que souvent, et la clinique le démontre, les travaux le démontrent également, et les consultations de couple le montrent à chaque fois que le choix est déterminant. Alors souvent, les partenaires du couple se souviennent très peu de ce qui les a attirés chez l'autre. Ils ont quelques vagues souvenirs. Ils sont plutôt capables de décrire avec certaine aisance le contexte, le lieu, le temps, l'espace, les caractéristiques. Mais il leur est très difficile de savoir et de verbaliser ce qu'ils ont ressenti au profond d'eux-mêmes une fois qu'il y avait cette rencontre, cette retrouvaille, je souligne le retour, cette retrouvaille avec l'autre. Ce n'est qu'après, soit des années après, ou quand il y a une situation de crise, que ce choix se clarifie et que toute la crise qui s'est mise en place devienne, je dirais, compréhensible. Alors j'ai dit retrouvaille, ça Freud le disait que l'objet trouvé est au fond un objet retrouvé. Alors l'objet c'est l'autre. L'objet en psychanalyse, ce n'est pas l'objet matériel, c'est l'objet humain, c'est-à-dire ce par quoi nos satisfactions deviennent possibles. Toutes nos satisfactions, tous nos désirs, nos attentes, nos besoins ne peuvent être satisfaits que par l'autre. C'est un bienfait pour l'humanité, mais aussi c'est une grande source de souffrance. Puisque le lien de dépendance provoque, quand l'objet vient à manquer, provoque de la souffrance. D'ailleurs, toutes les chansons d'amour, les grandes chansons d'amour, les grandes poésies, n'est-ce pas, Madame Khali? Les amours contrariés. Ce sont les amours contrariés. C'est le manque. Umm Kulthum, par exemple, elle chante le manque. Abdul Wahab, tous les grands chanteurs, toutes les chansons éternelles, c'est qu'elles chantent l'amour, l'objet d'amour qui manque ou qui vient à manquer, et qui chante la douleur et la souffrance. Et ça nous marque tellement qu'on ne peut pas oublier ces chanteurs. Pourquoi? Non seulement ils chantent quelque chose d'actuel, d'aujourd'hui que nous vivons maintenant, mais ils chantent une rencontre primitive qui va se retrouver dans le lien du couple. Quelle est cette rencontre primitive? On va dire le premier couple. Le premier couple de l'enfant sont les parents, bien évidemment. C'est une évidence, mais pas tellement. Et le premier couple de l'enfant, c'est avec le parent du sexe opposé. C'est par le parent du sexe opposé que l'enfant va apprendre l'amour et plus tard va apprendre le lien de couple. Ça passe toujours par l'autre et là par les parents. Chose qu'on va retrouver dans la relation amoureuse. Alors, le couple auto-engendré, c'est un mythe. Mais en fait, on vient au couple avec son histoire. On vient au couple en tant que personne, en tant que sujet, avec sa propre subjectivité, ses propres souvenirs, son propre vécu,
Et c'est comme ça qu'on va s'accorder dans le lien du couple. Alors que souvent, les gens, même individuellement, quand ils viennent à consulter, ici et ailleurs, dans le monde entier, c'est une donnée universelle, ils viennent tous comme si ils n'ont pas une histoire à raconter. Comme si leurs problèmes proviennent toujours d'aujourd'hui et jamais d'hier. Parce que c'est bien normal et c'est bien heureux. Il y a un mécanisme en nous qui s'appelle le refoulement, entre autres, qui nous permet de nous dégager des choses agréables et désagréables qui peuvent nous embêter, qui peuvent parasiter notre vie. Alors on le met quelque part ailleurs, en nous-mêmes. C'est l'inconscient, c'est l'étranger en nous. L'inconscient, c'est étranger en nous. Vous voyez que même en nous, il y a la mixité. L'étranger en nous. Cet étranger d'extérieur, qui parfois nous étonne, nous intéresse ou provoque du rejet, de la haine, ce qui arrive maintenant dans l'actualité, mais au fond il est en nous. Et on ne fait que projeter sur lui ce qui est en nous refoulé. Il matérialise quelque chose en nous-mêmes. C'est pour cela, des fois, il est tellement haïssable. Alors, le choix du couple ou le choix du partenaire. Alors, traditionnellement, la clinique, elle décrit deux mouvements ancrés chez l'être humain, et je vais les illustrer par quelques exemples. Alors, il y a ce qu'on appelle le choix par étayage, c'est-à-dire par appui. Ce choix par appui, c'est-à-dire sur les parents. C'est-à-dire on va choisir son partenaire à partir de l'image vécue, intériorisée des parents. C'est-à-dire que le garçon, quand il sera un homme, va choisir une femme, éventuellement, qui ressemblerait à sa mère, dans son maternage. Le maternage, la tendresse, il va le materner. Pour cela, souvent, il y a des gens qui rentrent et ce qu'ils demandent, alors, qu'est-ce qu'il y a à manger? C'est une inclusion. Il y a cette attente. Et alors, le second étayage pour la femme, c'est à l'image du père, un père protecteur, sécurisant. Et des fois, on voit cette attente ou ce lien, souvent quand il y a un grand écart d'âge. Par exemple, une jeune femme de 17 ans qui va se mettre avec un homme de cinquantaine, par exemple. Quoique, alors, à l'image du parent du sexe différent, et parfois à l'image du parent du même sexe. C'est-à-dire que la femme choisirait un homme à l'image de sa mère à elle. Donc un père un peu maternant. Il fait les deux en fait. Deux en un, c'est comme les shampoings. Voilà. Il lave, il adoucit. Maintenant, on y offre trois, mais il adoucit, il sèche. Il démêle. Magnifique. Vous voyez que le progrès, finalement, c'est pas un progrès. Il matérialise des demandes en nous. Donc, alors deux, on prend un. Et c'est pareil pour l'homme, il pourrait choisir une femme qui aussi a l'image d'un père qui a failli, qui est manquant dans sa vie et qui ferait une femme un peu interdictrice. Une femme protectrice et interdictrice. Donc là, on est, vous voyez, c'est ce qu'on appelle par étayage. Bien sûr, c'est juste une référence, c'est jamais tellement comme ça. C'est jamais tellement comme ça. Alors, par étayage, à l'image
des parents, ou bien à l'image contraire des parents. C'est-à-dire choisir un partenaire qui soit le contraire, par exemple, de la mère. Alors, une mère qui peut-être n'était pas souvent là, était très occupée, faisait des études de psychologie. Ou ailleurs, ou déprimée. Déprimée. Tout en voyage d'affaires. Ou malade, non? Voilà, déprimé, malade, ou malade physiquement, à la rigueur, c'est possible aussi. Et donc il va choisir une femme tout à fait à l'opposé de cette mère. Une femme qui soit toujours là, toujours présente, qui ne va pas l'abandonner. À la rigueur, qui reste au foyer, why not? D'accord. Il faut être quand même, il faut assumer. Oui, qu'est-ce qu'elle a, la fille? Elle aussi, elle peut choisir un homme à l'opposé de son père. Elle peut choisir un homme à l'opposé de son père, si son père était un père trop sévère, trop dur avec elle, tout le temps un père très frustrant, exigeant, elle peut choisir un homme très doux, très tendre, très proche. Mais on verra pourquoi. Et des fois, ce n'est pas si pur que ça. Des fois, ça oscille. Donc, il y a alors choix par étayage. Et puis, il y a un choix, ce qu'on appelle un choix d'objet narcissique. C'est-à-dire, on choisit l'autre en fonction de ce que l'on est, de ce que l'on voudrait être, de ce que l'on aimerait être, des qualités que l'on souhaite avoir. Donc le choix narcissique aussi, c'est choisir quelqu'un presque identique. Je ne sais pas si vous êtes arrivé un jour de croiser des couples et vous vous dites, tiens, c'est un frère et une sœur. Ça arrive, hein. Ils se ressemblent physiquement, avec le temps, hein, bien sûr. Avec le temps, même le visage, il tombe, hein, il se modifie. Vous voyez la psyché, comment elle est forte, elle va imprégner même une sorte d'orientation du corps vers la ressemblance, vers l'identité. Et ils s'habillent pareil. Ils sortent pareil. Alors le dimanche, ils sont habillés en rouge et noir, par exemple. Voilà, à la Stendhal. Quoique. Et alors le choix narcissique, c'est intéressant à essayer de le cerner, parce que, vous savez, Narcisse, vous connaissez le mythe, hein, Narcisse, il y a plusieurs interprétations. Il s'est regardé, il ne savait pas qu'il est lui-même, et puis il s'est tellement admiré, tellement aimé, et plus il s'approchait de son image, plus il s'aimait, et plus il se penchait, plus il s'admirait, et il est rentré dans son image et il s'est noyé en dedans de lui-même. Narcisse. Il s'est noyé en lui, tellement il se suffisait à lui. Donc, le narcissisme ou le narcissique aime toujours que les autres soient comme lui, qu'ils réagissent comme il le souhaite, qu'il soit sa chose, qu'il soit un objet pour lui. Le narcissique, il ne tolère aucune critique, aucune remise en cause. Parce que l'autre n'est là que pour satisfaire ses désirs, ses penchants, ses attentes. L'autre n'existe pas en tant que tel, en tant que sujet, qui a son propre narcissisme. Ça, c'est le narcissique. Donc le choix narcissique, qui aussi existe dans le lien du couple, et là, avec un narcissique, c'est le totalitarisme. Le narcissique, c'est un dictateur, parce qu'il veut que tout soit à son image, à son effigie. Donc, il devient dur, sévère, parfois même violent.
Ainsi, le choix de couple porte la marque de l'histoire individuelle, mais à l'insu même des partenaires. Ils ne le savent pas tellement, mais parfois ils le savent, en quelque sorte. Alors, le choix de couple se fait aussi à partir de son histoire, mais aussi elle a un autre objectif, le couple. Alors, là je reviens un peu vers quelques principes. Où nous, on va dire, en général, on a deux mouvements. On a deux mouvements au niveau de l'affect, concernant la relation d'amour. On a la pulsion sexuelle qui cherche son objet et qui tend vers la satisfaction. Et on a un autre mouvement tendre qu'on appelle pulsion entravée, c'est-à-dire que l'enfant va développer des sentiments tendres d'amour, d'affection, de tendresse, qui vont venir s'ajouter à la pulsion sexuelle, et là on est dans une relation amoureuse complète. Ou bien des fois, il y a une dissociation, c'est-à-dire il n'y a que du sexe, parfois il n'y a que de l'affect. Je ne sais pas si vous avez vu hier une émission sur la 3, ça s'appelle Le Divan, c'était avec Fabrice Lucchini. Et l'animateur, il s'appelle Rocco, comme ça. Oui. Et alors Lucchini, qui est très freudien d'ailleurs, qui a fait une analyse, il a dit quand il y a moins d'affect, il n'y a que du sexe dans le couple. Donc, en effet, il y a un couple, dans leur relation, il n'y a que du sexe. Et quand il n'y a plus de sexe, il n'y a que du conflit. Il n'y a pas d'amour. Et il a raison. Donc des fois, ces deux tendances s'assemblent dans la relation amoureuse. Des fois, ils sont dissociés. Alors ces mouvements psychiques vis-à-vis de l'autre, c'est si on n'est que du côté rationnel, conscient, et que l'autre est un objet par lequel nos désirs, nos besoins vont être satisfaits, l'autre devient interchangeable. Si ce n'est que ça. L'autre devient interchangeable, puisque l'autre, c'est le moyen par lequel on va satisfaire nos penchants, nos désirs, nos pulsions. Mais il y a autre chose qui va faire couple. C'est ce qui va faire couple, en fait, c'est l'histoire de l'individu qui va s'accorder avec l'histoire de l'autre dans l'attirance exercée mutuellement, réciproquement. Mais c'est cet accordage entre les deux inconscients, c'est ce qui va exercer un attrait très fort entre les couples. D'ailleurs, il y a des couples qui n'éprouvent pas, quand ils reviennent en arrière, qui n'éprouvent pas tellement, qui n'ont pas éprouvé tellement une attirance physique l'un vis-à-vis de l'autre. Il n'y avait pas tellement d'excitation, il y avait autre chose. Il y a même certains qui disent « je me suis efforcé à l'aimer ». Et après, je suis tombé amoureux ou amoureuse. Alors, cette autre chose, c'est cet étayage que je viens de présenter, c'est-à-dire le vécu des parents et le vécu du couple parental. Parce qu'il y a le vécu de la relation avec le parent du même sexe ou du sexe opposé, et puis il y a la relation du lien du couple parental. Comment ce couple parental s'était organisé dans son lien psychique, comment c'était structuré et comment ça fonctionnait, et les enfants, comment aussi ils ont vécu ce lien-là, comment ils l'ont intériorisé, et comment aussi il va évoluer avec la transition de modernité que connaît notre société aujourd'hui, et particulièrement le Maroc. Puisque le Maroc, la femme,
aujourd'hui, depuis un moment, bien sûr, ben, elle fait des études supérieures, elle travaille. Donc, la femme au foyer, ça devient progressivement, par nécessité, et par besoin, par désir, eh bien, il va y avoir une évolution du couple par rapport au couple parental où la maman était au foyer. Donc là, l'homme et la femme aussi vont être où ils sont déjà devant une nécessité d'évoluer du style parental vécu, peut-être valorisé, aimé, et aussi, on va voir une ambivalence, il n'y a pas que l'amour, dans l'amour. Et puis avec le style d'aujourd'hui où il y a les deux couples travaillent et ils vont rentrer le soir à 6h ou 7h ou 8h ou 9h, il y a des couples qui ne se voient que le week-end. Il y a des couples qui ne se voient que le week-end. Quand ils rentrent le soir, ils sont tellement fatigués tout le temps, et le week-end, il y a toujours des choses à faire. Mais on peut s'interroger sur ce style aussi de pourquoi ils s'évitent tellement. Ils expliquent ça par la rationalité, c'est le travail, l'embouteillage, ils ne peuvent pas faire autrement, c'est comme ça la vie, il faut. Mais on peut se dire, mais alors, à quoi sert le couple? Eh bien, il sert à quelque chose. Ce couple-là, où les deux partenaires se voient presque rarement, eh bien, ça a son utilité. Ils se sont mariés pour ça. C'était voulu. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un accident des parcours. Mais c'était attendu. Ça a une fonction. Alors on dit c'est une fonction de protection. Ça veut dire que le couple aussi, il a un objectif de protéger l'autre, de le sécuriser. Mais de le protéger de quoi? Eh bien, de le protéger de lui-même. De ses désirs, de ses pulsions, de ses poussées psychiques. Et le couple sert à le protéger. Alors, je vous donne un exemple, qui n'est pas le mien. C'est celui d'un psychanalyste qui a écrit un formidable livre qui s'appelle « Le couple, sa vie, sa mort ». Sa mort avec un T. Hein. Quoique le couple est mort aussi. Hein. Sa mort dans le couple. Avec un D. Mordre. Oui, sa mort dans un couple. Sa mort par les mots, par les gestes, par les actes et parfois même. Du cannibalisme. Il y en a un Japonais qui avait mangé sa femme, vous le savez. Et par amour, hein. On l'a dit jamais. Ah, ouais, d'abord il l'a coupé, et il l'a gardé dans son frigo, et il l'a dégusté pendant un moment. Et c'est un fait divers. Et on sait que les cannibales, ils mangent par amour. Ils ne mangent que des gens qu'ils aiment. Ils ne mangent jamais des gens qu'ils n'aiment pas. Ils sont dégoûtants. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'amour vorace. L'amour vorace. On a envie de manger l'autre. Ben, d'ailleurs, on dit aux gens, vous êtes à croquer. N'est-ce pas? Hein? Vous êtes à croquer. Alors, cet accordage du couple, où les deux inconscients vont se rencontrer. Donc, je donne l'exemple de Lemaire qui a écrit ce livre. Alors, il raconte l'histoire d'une femme d'officier de l'armée, hein, la marine, qui adore tellement son père, qui était très proche d'elle, très intime, un père très doux. Il se sentait bien avec son père et il va chercher un homme comme son père et donc il va se marier avec un officier de l'armée, de la marine. Donc là, et alors, au moment avant le mariage, ça arrive souvent, il y a une rencontre formidable qui va se faire entre les deux partenaires, mais au moment du mariage, une fois qu'ils sont mariés, il va se montrer, on va dire sexuellement, il va être très très tiède, c'est un gentil mot, sinon elle va être très froide. Elle va l'éviter.
Et il va argumenter que ça ne se fait pas, dans le couple il n'y a pas que la sexualité, qu'ils appartiennent à une classe sociale très élevée, que le sexe est dégoûtant, que c'est esthétique, c'est éthéré, c'est clinique, c'est aseptisé, c'est que des sentiments. Et là, on est quand même, on s'interroge. Alors, ce couple est venu en consultation chez Gérard Lemaire, et qu'est-ce qu'il va expliquer? Alors, j'hésite beaucoup à plonger avec vous dans les profondeurs de la psychanalyse. Donc je sais que c'est pas si simple et que les résistances elles sont à fleur de peau. Mais enfin, on va y aller quand même. On est à la Villa des Arts, on est protégé. Vous me faites peur. Je vous prépare. En fait, cette femme, elle a choisi un homme à l'image de son père, un père aimé. Mais une fois qu'elle est avec cet homme, eh bien, on va dire, sa froideur sensuelle du corps, sa froideur sexuelle, elle est liée à son désir oedipien du père. C'est-à-dire que le lien avec son mari réveille en elle des désirs oedipiens avec son père qu'il avait du mal à transformer, à dépasser. Et alors, là, il va y avoir un choix amoureux de compromis, choisir un homme comme le père, mais en même temps se défendre des désirs incestueux. Il va choisir un homme de la marine, hein, donc, qui s'en va longtemps, mais qui revient affamé, assoiffé. Oui. Donc là, on est dans ce lien de couple où l'inconscient entre en action et il va créer une crise qui va amener le couple en consultation. Alors ces jours-ci, il y a, alors peut-être c'est l'effet de la modernité. C'est l'effet de la modernité. Il y a beaucoup de couples impasses. C'est-à-dire, dès qu'ils se mettent en couple, c'est-à-dire au décollage, hein, très forte perturbation et le crash est proche. Parce que vous savez, l'avion c'est dangereux au décollage, hein, mais une fois qu'on est là-haut, ça va. On peut planer à la rigueur. Hein, comme dit le chanteur, ça plane pour moi. Mais au décollage, c'est-à-dire la première année du couple, voire la deuxième année, c'est l'explosion dans le couple. C'est très répétitif. Ces derniers temps, des couples jeunes, très jeunes d'ailleurs, on va dire un peu immatures, qui se mettent en couple et au bout de 6 mois, 7 mois, ça y est, c'est des conflits très intenses. Alors, il y a quelque chose qui va nous l'expliquer. C'est on choisit aussi l'autre, parfois, hein, ou aussi, avec les autres possibilités, comme objet idéal. Comme objet idéal. C'est-à-dire on trouve des gens qui ont besoin d'idéaliser les autres. Ils vont choisir, alors si une femme, elle va choisir l'homme idéal. C'est-à-dire elle va l'idéaliser. C'est un homme pour elle qui est bon, qui est magnifique, qui est protecteur, sécurisant, qui est pur. Et il y a une jubilation d'aimer un être idéalisé, forcément bon, et non seulement forcément bon, mais exclusivement bon. Exclusivement bon. Et il y a un effet de ricochet, c'est-à-dire qu'elle-même va se sentir bon, c'est-à-dire une personne qui est bonne, parce qu'elle aime quelqu'un de bon, et qui lui-même lui renvoie bien. Alors, cette idéalisation, elle est poussée par des mécanismes psychiques très primitifs. Alors, quels sont ces mécanismes?
on va revenir vers une psychanalyste magnifique, une femme, une magnifique femme qui va marquer la psychanalyse, qui s'appelle Mélanie Klein. Et Mélanie Klein s'est intéressée à l'affectivité, c'est-à-dire aux élans affectifs du tout petit, du bébé. Et elle va concevoir quelque chose de formidable, qui va se retrouver à l'âge adulte, et qui peut même nous expliquer un tas de choses qui arrivent aujourd'hui, ici et ailleurs. C'est que le bébé, dans son anxiété par rapport à un monde qui le dépasse, un monde des fois pas facile, par rapport à la absence de la mère, il va s'imaginer qu'il y a deux saints. Il y a deux saints. Il y a le saint bon et il y a le mauvais saint. Il y a le bon saint. Quand le saint est là, nourrissant, il est bon. Mais il est totalement bon. Il est à croquer. Et quand il n'est pas là, il est mauvais. Il est très mauvais. Il est à haïr. Et s'il n'est pas là, c'est parce que ce saint-là est mauvais. C'est-à-dire, il est hostile. Il est persécuteur. C'est comme les gens, quand l'objet vient d'embarquer, on l'explique par soi-même. Ah, il ne vient pas parce qu'il ne t'intéresse pas, parce qu'il ne m'aime plus, parce que. C'est toujours par soi-même, c'est jamais. Il n'est pas venu parce que, peut-être, il est malade, il est fatigué. Il y a d'autres possibilités. Donc, ce qu'on appelle le prisme infantile ou le prisme narcissique de l'enfant. Alors, ce clivage, le bébé, un jour, il va se rendre compte qu'il s'agit de la même mère. Tu as dit même ça. Il y a un côté bon et un côté qui n'est pas bon. Donc, il y a un côté qu'on aime et un côté qu'on hait. Et dans cet élan d'amour, comme disait Nougaro, un chanteur magnifique, il avait fait un album qui s'appelle 4 mois, il dit « Je te aime ». Aimer. Aimer. Alors aimer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une ambivalence. Ambivalence, c'est éprouver deux sentiments opposés, contraires, vis-à-vis du même objet, tout en y restant attachés. Il y a des gens qui disent, moi, je suis pur amour. Ils sont pur amour. Moi, ils ont toujours de bonnes intentions, ils sont pur amour. Ils sont naïfs, ils font trop confiance aux autres. Ils aiment trop les autres, et bien profitent d'eux et les exploitent. Là, on a un clivage. On clive. Le clivage de l'objet, c'est-à-dire séparer l'objet en bon et mauvais, c'est aussi dans les sectes. Dans la secte, eux, ils sont bons, et en dehors de la secte, ils sont mauvais. Non seulement ils sont mauvais, ils sont hostiles. Non seulement ils sont hostiles, ils sont persécuteurs. C'est-à-dire que les autres, en dehors de la secte, ils veulent détruire la secte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La meilleure défense, qu'est-ce que c'est? La violence. C'est la violence, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Il faut attaquer avant que l'édifice s'écroule. Et on peut l'expliquer, le comprendre aussi dans ce qu'on appelle aujourd'hui la radicalisation. Mais la radicalisation, le bébé l'a compris et il l'a vécu bien avant. Mais il doit devoir la dépasser. Comment il va la dépasser? Eh bien, Mélanie Klein dit qu'il est une position dépressive. C'est-à-dire une fois qu'il va être, la maturation physique, psychique, va lui permettre de comprendre qu'il s'agit de la même mère, du même sein. Et à ce moment-là, il va se déprimer. Ça veut dire il va se sentir triste, coupable d'avoir éprouvé tellement de haine vis-à-vis de cette mère alors qu'il croyait que c'était une autre mère. Il va se culpabiliser, il va se sentir triste et il va comprendre qu'il a des sentiments pas tellement reluisants non plus. C'est pas impur, il n'est pas si pur que ça. C'est trouble. Et
c'est grâce à cela qu'il va dépasser la position de clivage qu'on appelle paranoïde, schizoïde, et par la position de dépressivité, qu'il va pouvoir accepter que l'autre ne soit pas totalement satisfaisant. Que l'autre ne peut pas être un objet parfait, qui ne peut que répondre parfaitement, totalement, exclusivement, uniquement à la satisfaction de nos désirs. Que l'autre peut être décevant, peut être frustrant, que l'autre est imparfait. Dans le couple, des fois, les gens ils ont cette difficulté à accepter que le conjoint soit un conjoint imparfait, qu'il ne peut pas être ce bon saint totalement, mais qu'il y ait les deux, et que dans le couple, qu'on accepte d'avoir le sentiment d'amour et le sentiment de haine à la fois, en même temps, qui habitent ensemble, qui font un dans le fuseau amour, et c'est ça, aimer. Il y a des personnes qui ont du mal à accepter cette position dépressive, et ils ont besoin de quelqu'un qu'ils vont idéaliser, et alors ils vont vivre les moments d'amour, les premiers moments d'amour avec l'autre comme quelqu'un d'extraordinaire, incroyable, ils vont vivre un moment d'euphorie, ils vont s'enfermer même, ils vont vivre contre eux-mêmes, ils vont même s'isoler des autres. Et puis, si ça dure, eh bien, vous savez ce qui va arriver. Eh bien, l'autre finira bien par se révéler que c'est une personne qui n'est pas parfaite, qu'elle peut frustrer, qu'elle peut décevoir, qu'elle peut manquer, qu'elle peut faillir. Et là, il y a un basculement. Ça bascule vers le mauvais objet, c'est-à-dire vers la haine, vers le rejet total. Et l'autre devient un persécuteur. Et ces personnes, quand ils viennent consulter, ben, ils se plaignent d'un autre persécuteur, qui ne les aime pas, qui les néglige, qui n'est pas là, qui les évite. Si c'est une femme, elle va dire que son homme, il va boire grave le soir, comme disent les jeunes, grave. Et il rentre complètement anesthésié, et à la rigueur, s'il a un petit sursaut, ils vont faire une relation sexuelle, mais alors très pure, sexuelle, il n'y a pas de tendresse, et c'est terminé. Ou bien il va rentrer en pleurant, en lui demandant pardon, c'est la dernière fois, tu verras, je vais t'aimer, je ne recommencerai plus, il n'y a que toi qui compte dans ma vie, etc. Alors, vous voyez que cette incapacité à accepter en soi des élans, des poussées de haine, de dire je suis une personne qui est, ça m'arrive de haïr, en même temps j'aime. Et une personne avec laquelle je vis, ben, des fois je la hais, et des fois je l'aime toujours. Et je la hais de temps en temps. Et des fois, c'est en même temps. Vous savez, si vous regardez... alors, ça, c'est magnifique, les enfants. Les enfants que nous étions. Il ne faut pas l'oublier, hein. On était des enfants, nous ne sommes pas nés ici à la Villa des Arts. Alors, si vous observez les enfants, deux frères, ou là, un frère et une soeur, un grand et un petit. Et alors, souvent, le grand va étreindre le petit, va le prendre avec un élan d'amour et il va serrer. Il va serrer dans l'amour et la haine. Hein? Il est dans l'amour et la haine. Ah, mon frère, ma soeur. Parce que pourquoi? Parce que, et oui, il y a de l'hostilité, il y a de la jalousie fraternelle. Peut-être que ce sera le sujet de la troisième conférence sur la fratrie et la fraternisation.
Alors, je crois, c'est vrai, l'heure elle passe, le couple, bien sûr, là, je me suis plus concentré avec vous sur le choix de l'objet. Vous voyez que le choix de l'objet va expliquer beaucoup de choses dans la bonne tenue du couple. Par exemple, un couple qui sont dans une relation intersubjective où chacun accepte que l'autre soit imparfait, qu'il soit à la fois satisfaisant et insatisfaisant, et qu'il puisse faire le deuil de l'objet parfait. Parce que l'enfant, quand il passe la position du sein bon et mauvais, il fait le deuil. Il dit, il n'y a pas un sein parfait. Ce même sein, il est nourricier, il est tendre, il est doux, il est bon, mais en même temps, il n'est pas là. Il manque. Je l'aime pas, je l'ai pour ça. Freud l'a dit, l'objet, écrit dans la haine. L'autre aimé, on se rend compte vraiment du poids de l'amour quand il n'est pas là. Quand il n'est pas là, les chanteurs commencent à chanter. On n'a jamais vu un chanteur qui chante une chanson d'amour avec son amoureux sur la scène. Ça va pas. D'accord? Ça ira pas. Donc l'objet est créé dans la haine. Alors, cela me permet d'ajouter un dernier trait, et je termine à l'heure, comme prévu, comme au rendez-vous, c'est que la relation aussi de couple, c'est une relation d'interdépendance. Et la dépendance produit soit un sentiment de souffrance quand l'autre n'est pas là, quand il tarde à venir, ou parfois elle peut provoquer chez certains ce qu'on appelle une attitude ou une réaction contre-offensive. Ils vont devenir froids et indifférents pour ne jamais être dans un lien de dépendance. Ils vont se mettre en couple pour la façade sociale, mais ils vont se débrouiller dans la vie de couple, toujours d'être occupés ailleurs. Voilà. Comme ça, personne n'est dépendant de l'autre. C'est froid, c'est un couple froid. S'ils ont des enfants, eh bien aussi les enfants, ils vont se débrouiller pour toujours être autonomes. Il y a des gens qui disent, oui, j'ai des enfants, ils ont 12 ans, 13 ans, mais ça y est, forcément, ils sont obligés. C'est une stratégie de survie. Donc, l'indépendance, c'est un lien de souffrance. Également, en même temps que c'est un lien de satisfaction, de tendresse, d'amour, de plaisir, de chaleur humaine. Donc, ainsi, je reviens à un petit résumé qui était dans la conférence. Le couple, c'est toujours un paradoxe. Vous voyez des paradoxes tout le temps dans le couple. Et c'est une énigme. Énigme parce qu'il y a de l'inconscient là-dedans. Et avec le temps, avec la maturation, surtout quand il y a des crises, le couple commence à se rendre compte de ce qui agit dans la relation et comment les deux vont s'accorder l'un par rapport à l'autre. Donc le choix n'est jamais au hasard, en fin de compte, et que l'histoire individuelle, le vécu du couple parental et la modernité vont intervenir dans ce lien du couple. Merci. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Que aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado.